Bonjour à tous, merci de votre invitation. J'ai remplacé au pied levé un de mes collègues qui devait être là aujourd'hui. Et puis finalement, quand on a préparé la réunion, on s'est dit que ça tombait peut-être bien parce que j'avais un passé dans le métier du contrôle des marchandises, en particulier celle des céréales, tourteaux, alimentation animale et autres. Et que finalement, tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, c'est l'aboutissement pour certains des marchandises qui vont arriver chez nous, ou c'est le début, c'est-à-dire que pour les acheteurs, on va être le maillon intermédiaire. Donc il faut que tout ce que vous avez pu entendre, en particulier sur la conservation des marchandises et leur aspect sanitaire, soit particulièrement bien surveillé. Je vais revenir un petit peu sur le groupe SICA Atlantique. Il n'est pas loin, il est à La Rochelle. C'est un silo d'exportation de céréales. Les marchandises ne nous appartiennent pas. Nous, on fait juste que recevoir les marchandises, les stocker le moins longtemps possible et les charger sur des bateaux qui peuvent aller de 3000 tonnes à 100 000 tonnes. C'est important cette notion de volume. Quand on charge un bateau de 50 000 tonnes, qui est à peu près ce qu'on charge en ce moment, vous multipliez par 400 € ou 500 € si c'est de la marchandise rendue à destination, et vous avez à peu près le coût d'une cargaison. Donc on va travailler sur des cargaisons qui vont faire 20 millions, 25 millions, et si on prend des 100 000, on va atteindre 40 millions d'euros pour des marchandises qui vont être ensuite déchargées et consommées sur place dans les pays acheteurs. Je vais passer rapidement, mais un silo, c'est d'abord une équipe de pionniers qui ont décidé de construire un des premiers silos. À quelques semaines près, on aurait été le premier dans les années 50. Certains des cofondateurs, des sociétaires sont dans la salle. C'est l'ensemble des coopératives agricoles et négociants de la région qui, à l'époque, se sont assemblés pour faire ce silo d'exportation. Je pense qu'il y a un effet Larsen. Voilà ce que ça donne quand on est sur site. Les deux bateaux que vous voyez, c'est des petits bateaux je crois d'abord que le premier, c'est un bateau de liquide. Donc, c'est une solution azotée qui décharge. Et derrière, vous avez un bateau de céréales avec un portique de chargement. Ça doit être un petit bateau, ça doit être un 20 ou 30 000 celui-là, parce que quand c'est des plus gros bateaux, ils sont justement là où le quai est dégagé, que vous voyez les trous au milieu du quai, c'est là où on peut recevoir des bateaux de 100 000 tonnes quand on les charge. Et puis vous avez un trait gris, je vais aller là, ça sera plus simple, qui est les tapis roulants de chargement. Les lieux de stockage sont là, et là également le premier silo, et puis on charge les bateaux à cet endroit-là. J'insiste un peu pour ce que, en fait, vous allez comprendre le lien avec l'échantillonnage. On a plusieurs métiers, puisqu'on va recevoir par la route, on va recevoir par le train, on fait des échantillonnages, on fait un agréage. Donc l'agréage, c'est l'analyse physique et de première technologie, on va dire, sur les céréales. Je vais parler essentiellement blé. Quand je vais parler céréales, vous allez comprendre, je vais parler blé, c'est ce qu'on fait à 60%, mais ça se décline sur les autres espèces. Et puis, on va faire un classement, c'est-à-dire qu'on va ségréguer les marchandises par leur qualité constatée. On va les isoler dans différentes cellules. Et après, on va faire un assemblage en fonction du cahier des charges de l'acheteur, comme on peut le faire dans les liquides, les vins de Bordeaux ou les whisky. Et puis, on va charger les navires. On a deux sites, le site de Tonnet-Charente et le site de La Palisse. Et notre record de chargement, alors c'est le record annuel, c'est sur un exercice, mais en fait, sur 12 mois glissants, notre plus gros volume, ça a été 3 600 000 tonnes. Et pourquoi je vous dis ça? C'est qu'on a une capacité de stockage de 300 000. 300 000 tonnes, ça veut dire qu'on tourne minimum 10 fois, parfois 12, dans une année. Ça vous explique aussi que le côté conservation de la marchandise, effectivement, c'est une problématique quand elle va rester 3-4 semaines, mais quand elle va rester 3 heures, en fait, ça ne va pas faire grand-chose. Donc on va charger très rapidement, c'est l'objectif. C'est de ne pas conserver les marchandises et de faire en sorte que le bateau reste le moins longtemps à quai possible pour des raisons simplement d'efficacité de chargement. Je vous laisse découvrir les chiffres. J'en ai parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails, je vais parler d'échantillonnage. Donc qu'est-ce qui se passe? Vous avez entendu dire tout à l'heure qu'il fallait que l'échantillon soit représentatif.
Ça, c'est le mot-clé de notre travail, mais pas simplement de notre travail, puisqu'on va travailler de façon coordonnée avec deux types d'entreprises. La première entreprise, c'est les sociétés de contrôle. Donc, vous en connaissez quelques-unes peut-être. SGS est la première dans le monde. Vous avez Contrôle Union, vous avez un certain nombre d'autres entreprises, Amspec, qui vont gérer les analyses des contrôles au niveau mondial. Parce que quand on charge avec les normes européennes, on va faire des analyses avec des normes européennes, sauf que ce n'est pas forcément celles que le pays acheteur attend. Donc il va falloir aussi que ces entreprises aient en tête les méthodes d'analyse du pays de destination et les attentes en termes juridiques, réglementaires des pays de destination. Donc il y a un gros travail de coordination. Et on va travailler ensuite avec les laboratoires, donc qui vont rejoindre le niveau d'expertise qu'on a entendu ce matin. Vous allez voir que nous, on n'est absolument pas au niveau des fusées, on est plutôt du terre-à-terre. Il faut vraiment que ça soit le plus simple possible, le plus pragmatique possible, mais en même temps, c'est sur ce travail-là qu'on vont être basées les analyses. Et quand vous faites une analyse sur un résidu de mycotoxine ou sur un autre contaminant d'un bateau de 50 000 tonnes et que c'est un échantillon de 10 kilos qui va représenter 50 000 tonnes de cargaison, vous ne devez pas vous tromper en fait. Parce que ça veut dire que si c'est pas bon, c'est 25, 30 ou 40 millions qui sont en jeu. Et il faut que ça soit opposable. C'est-à-dire qu'un échantillon, quand il a été prélevé, identifié comme étant représentatif de la cargaison, s'il y a des contre-analyses, si à un moment donné ça doit aller dans le juridique, il faut que l'échantillon soit représentatif et puisse être incontestable. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous, on va travailler sur deux types de matrices. On va travailler sur des matrices statiques, puisque les camions, quand ils arrivent, c'est une benne, on va prélever des échantillons. Et on va travailler sur des matrices dynamiques au moment du chargement des bateaux. J'isole un peu le côté train, parce que le train, il est contrôlé au départ. Le train, quand il arrive, on sait déjà ce qu'il a comme qualité. Les échantillons ont déjà été prélevés. Les échantillons suivent le train, on les conserve, mais ils ont déjà été faits. Et là, ils ont été faits en dynamique, puisque c'est au moment où on va charger la citerne du wagon que les échantillons sont pris. L'échantillon dans une benne camion, vous l'avez sous les yeux, c'est des sondes, plusieurs points d'échantillons. Composition, alors ça c'est les trains. On fait des échantillons, mais juste on va dire de contrôle pour nous, pour avoir nos propres échantillons, mais ils ne sont pas aussi représentatifs et ce n'est pas ceux qu'on utilise s'il y a des difficultés, c'est juste pour garder une traçabilité, nous, pour les caractéristiques technologiques. Ensuite, ça c'est la salle d'agréage, où on fait que les échantillons, les analyses physico-chimiques, mais de base, on ne fait pas du tout les analyses de contaminants. Donc c'est des échantillons ou c'est des analyses que vous verrez peut-être cet après-midi dans certains ateliers avec France Agrimaire. Des analyses rapides infrarouges pour tout ce qui est poids spécifique, humidité et protéines. Et puis vous avez ce qu'on appelle une salle blanche, qui est blanche que par la couleur, qui ne correspond pas du tout à la notion de salle blanche que vous pouvez connaître dans vos laboratoires, mais c'est ce qui nous permet de faire des analyses rapides sur les contaminants, les mycotoxines en particulier. C'est nos analyses rapides style Bandlet ou autres qui sont là pour nous, une aide à la décision. En fait, nous, ça va très vite, donc il faut qu'on sache très vite si on doit accepter, refuser un camion ou isoler la marchandise dans une cellule en attendant une vérification sur l'échantillon, lui, représentatif de la cellule qui partira ensuite au laboratoire. Donc c'est notre salle d'analyse suite à la mise en place du plan de surveillance qu'on met chaque année en place. Et le plan de surveillance, il va être animé, en tout cas il va être boosté par les résultats des instituts qui sont en amont, qui suivent les agriculteurs ou les coopératives et qui vont signaler des risques potentiels de mycotoxines de tel bassin ou tel bassin sur tel ou tel type de céréales. Et donc là, nous, on a un plan de surveillance de base, mais à partir du moment où on a une alerte, on le démultiplie et on fait en sorte de s'assurer que ce qui arrive chez nous est correct, sachant que tout le travail d'isolement ou en tout cas de vérification est fait en amont par les organismes stockeurs.
Donc une fois qu'on a, vous voyez que on n'est vraiment pas dans de la fusée, hein. Qu'est-ce qui se passe quand on prend les échantillons au fur et à mesure que les camions arrivent? Ils vont être isolés, ce qu'on appelle des communelles. Je ne sais pas si c'est le terme qu'on emploie, je ne sais pas si c'est le terme que vous employez pour dire l'ensemble des prélèvements qu'on peut faire, mais ces communelles sont conservées par contenant, c'est-à-dire une cellule ou un type de cellule. Et si on va travailler sur certaines espèces, on va travailler sur des origines. Alors le blé dur, les orges de brasserie, on va travailler sur des origines puisque les marchandises sont isolées dans des cellules, elles ne sont pas mutualisées comme ça peut être pour le blé tendre. Donc blé tendre, l'unité à la base, ça va être le camion, et ensuite ça va être la cellule, puisque c'est la cellule qui va être utilisée pour charger les camions. Et ensuite, ça c'est l'échantillotech. L'échantillotech, bon, on garde des échantillons au maximum 6 mois, hein, on ne va pas les garder plus longtemps. Mais là, on a trouvé, c'était le moyen le plus simple qu'on ait trouvé pour éviter d'avoir des racks jusqu'au plafond à plus savoir qu'en faire. Alors, on n'a pris qu'une petite partie de la pièce. Mais on va isoler les échantillons qui ont été pris. Alors là, ils sont confectionnés, ils sont scellés, ils sont plombés par les sociétés de contrôle et par nous si besoin. Et on va les conserver avec le nom du bateau, le contrat, la date de prélèvement, enfin tout ce qu'il faut pour assurer la traçabilité de l'échantillon. Et si besoin est, et je reviens un pas en arrière sur la réception, en fonction des espèces, on va aussi conserver les échantillons par cellule pour en cas de besoin ultérieurement. Ben voilà. Donc ça, c'est le côté pratico-pratique. Je vous parlais de représentativité de l'échantillon. Qu'est-ce qu'on fait si on a plusieurs choses à contrôler et que ben les recommandations ne sont pas forcément les mêmes, pardon. Ben on va aller au plus complexe. C'est-à-dire que généralement, toutes les analyses qu'on va faire, le plus complexe, c'est quand même la recherche de mycotoxines. Donc on va prendre les échantillons représentatifs qui ont été composés avec cette notion-là de contaminants et on va les utiliser pour le reste. C'est encore ce qu'il y a de plus simple. On ne va pas faire des dizaines d'échantillons, enfin d'échantillonnages différents. Les échantillons sont ensuite divisés en fonction des besoins, parce que c'est différents laboratoires qui peuvent faire les différentes analyses. Et en particulier, je vous parlais de destination avec des besoins analytiques différents. Parfois aussi, la traçabilité de l'échantillon doit être liée au contrat. C'est-à-dire que pour certaines destinations, c'est des laboratoires étrangers qui vont faire les analyses, donc ça va partir avec une traçabilité différente. Et ça, il faut que ça soit traité en amont, de façon à ce qu'il n'y ait pas de perte en ligne. Et j'avais un autre point dont je voulais vous parler au moment où j'y pensais et qui m'échappe. C'était sur, ça va me revenir, la représentativité de l'échantillonnage, les analyses, le poids. Non, je crois que j'ai tout dit. J'ai tout dit sur l'importance que ça avait au regard de l'organisation qu'on pouvait avoir des chargements de navires et des commercialisations à l'étranger sur les besoins de représentativité d'échantillonnage et des analyses à venir. Donc je crois que j'ai tout dit. Une question sur la conservation des échantillons. Vous nous avez expliqué que vous les conservez 6 mois. Et sur les mycotoxines, ce n'est pas du tout ma spécialité, c'est plutôt de la curiosité. Est-ce qu'il n'y a pas d'évolution de la contamination sur ces échantillons stockés? A priori, non. En tout cas, on n'a pas vu d'évolution sur des échantillons qui auraient été analysés en début de conservation, c'est-à-dire tout de suite après le bateau, et des échantillons sur 6 mois, une fois que des recours auraient pu avoir lieu. Bon, je touche du bois, on n'en a jamais eu. En revanche, ce qu'on fait très souvent, c'est qu'on fait des alertes. C'est-à-dire qu'on s'entend avec soit un acheteur, soit un OS, et à un moment donné, ils nous disent on a un problème, donc fictif, tel bateau, telle cale, tel contaminant, veuillez nous dire quels sont tous les camions ou tous les moyens de transport qui ont servi à alimenter cette cale sur un bateau. Et donc on a un système informatique qui nous permet de remonter jusqu'au dépôt d'où vient le camion, et là on trace la totalité des camions, et si besoin est, on va extraire les échantillons et faire des analyses. Alors d'abord on commence par la cellule, disons ça vient de cette cellule-là, on ne va pas faire toutes les cellules, et après on fait toutes les cellules, pardon, on ne va pas faire tous les camions d'une cellule. Quand on a identifié la cellule,
on fait les moyens de transport qui ont été rentrés dedans, et ça permet ou les dépôts, puis après on fait le moyen de transport en tant que tel pour remonter la source, et ça permet de s'assurer que tout fonctionne bien, que la traçabilité est efficace. D'autres questions? Je voulais savoir, les prélèvements, c'est votre personnel qui fait ou vous les sous-traitez à une société comme SGS? Alors, les prélèvements de réception de camions, c'est nous-mêmes, avec les sondes que vous avez vues. Les trains, c'est fait en amont. Donc là, c'est le vendeur ou l'acheteur de la cargaison qui va nommer, qui va appointer une société de contrôle. Et au moment du chargement des bateaux, c'est forcément la société de contrôle. Donc là, il y a deux modes d'échantillonnage. Il y a l'échantillonnage, j'allais presque dire manuel, où la personne va sur le tapis, va à côté du tapis, parce que sur le tapis, ça serait grave, et qui va prendre des échantillons à la pelle, c'est ce qu'on appelle une pelle en aluminium. Et puis, vous avez l'échantillonneur automatique, qui lui va prendre toutes les X secondes quelques grammes et qui va composer la fameuse communelle dont je parlais. Et cette communelle est ensuite divisée en échantillons représentatifs. Mais c'est tout ce qui est contractuel, c'est-à-dire ce qui va entraîner des analyses opposables ou commercialisables, on va dire, c'est les sociétés extérieures. Et alors, de ce fait, en fonction des contrats, en fonction de savoir du pays où part le produit, est-ce que la technique d'échantillonnage ou le nombre d'échantillons change? Par exemple, si ça part en Asie, si ça part... Est-ce qu'ils ont des textes plus contraignants ou différents de ce qu'on a en Europe? Oui, le mode d'échantillonnage le prélèvement est le même, puisque c'est aussi fréquemment que possible. En revanche, la division par lot est différente. Dans certains pays, ils vont nous dire c'est un lot, le bateau fait un lot. Dans d'autres pays, ils vont nous dire on veut des analyses par 2000 tonnes. Pour d'autres, 5000. Pour d'autres, le pas peut être réduit. Il y a certaines primo-cargaisons, quand on fait les premiers pays qui veulent être sûrs de leur coût, ils vont nous demander des analyses par 500 tonnes, par exemple. Mais effectivement, là, vous êtes obligé de faire des batteries d'échantillons qui correspondent à ça. Donc les communelles augmentent en volume en fonction des besoins. Des analyses. Alors oui, je sais ce que je voulais vous dire tout à l'heure, parce que le texte réglementaire des prélèvements d'échantillons de 2006-2007, dont vous aviez fait la référence sur l'échantillonnage, en fait nous avait été soumis pour avis au moment où c'est sorti, et j'étais intervenu auprès de nos syndicats professionnels pour leur expliquer que si on suivait stricto sensus les échantillonnages qui nous étaient demandés, il fallait un semi-remorque d'échantillons pour une cargaison de 50 000 tonnes. Donc ça ferait beaucoup pour le laboratoire de recevoir ces 30 tonnes d'échantillons, de les diviser pour arriver aux quelques dizaines de grammes nécessaires pour les analyses de contaminants. Donc ils avaient revu à la baisse pour les céréales, en tout cas pour les gros volumes, ce qui semblait raisonnable. Parce que je pense que sinon... il y aurait eu des problèmes sur les routes pour transporter les échantillons. D'où le pragmatisme. Quand je vous parlais de pragmatisme, il y a le travail en amont sur lequel on se base naturellement pour tout ce qui est réglementaire avec l'avis des scientifiques. Et à partir du moment où on va dans la réalité de terrain, il faut que ça soit adaptable, adapté, de façon à ce que ça soit réalisable, tout simplement. Une autre petite question qui n'est pas forcément en lien avec l'échantillonnage, mais pour faire le lien avec la détection des émergences. En fait, vous êtes particulièrement bien placé vu les volumes que vous voyez passer et que vous avez entre vos mains. Est-ce que vous voyez des tendances justement d'émergence de mycotoxines à votre échelle? Alors nous, on est qu'un lien logistique, quasiment, je vais dire ça simplement. Nous, on va travailler, quand je dis nous, c'est aussi avec les sociétés de contrôle, c'est plutôt le maillon export, on va dire, ou en tout cas expédition par voie maritime, parce que ça va aussi en France. On va travailler sur les besoins réglementaires et les besoins commerciaux. Et donc, on ne va pas forcément être précurseur ou dire on ne va pas chercher ce qu'on ne nous demande pas de chercher. On va simplement faire en sorte que les parties commerciales ou les administrations aient ce qu'il faut pour pouvoir chercher. En revanche, pour vous donner quelques exemples, oui,
Dans mon ancien métier, dès qu'il y avait une crise sanitaire, on intervenait et très rapidement. Moi, j'ai travaillé en Ukraine, donc peu de temps après Tchernobyl. On a vu dans les contrats arrivés la radioactivité. Et donc, il fallait qu'on soit équipé pour faire des recherches de contamination par radioactivité sur les échantillons. Alors, on n'a jamais atteint les niveaux maximum autorisés par la Commission, enfin par l'Union européenne à l'époque. Même les cargaisons les plus contaminées étaient largement au-dessous. Mais quand il y a eu les problèmes de dioxine en Belgique, en particulier, voilà, ça aussi, on est intervenu très vite. Sur les farines animales également. Enfin voilà, chaque fois qu'il y a une crise, en fait, il faut travailler de concert avec les sociétés de contrôle, les laboratoires privés ou d'État, et faire en sorte qu'ils aient la matière première pour pouvoir faire les analyses et s'assurer que les cargaisons soient conformes, sachant qu'effectivement, au fur et à mesure que les années passent, les aspects sanitaires augmentent. Avant, la seule phrase, c'était « saint loyal et marchand », et ça suffisait. Donc ça sentait, oui, donc c'est pas bon. Et c'était ça, hein, je dis ça sans plaisanter, hein, je reviens 30 ou 40 ans en arrière, c'était presque ça. Hein. Et puis, au fur et à mesure, ça s'est complexifié.